Et on ouvre grand le club des lecteurs de Salman Rushdie aujourd'hui. L'écrivain agressé et grièvement blessé l'été dernier lors d'une conférence. Retour sur l'œuvre avec ses lecteurs, les lecteurs de l'écrivain américano-britannique d'origine indienne. Et avec nos invités, on va reparler de l'œuvre de cet essayiste et romancier qui était aussi un grand lecteur, passionné de mots, touché par le réalisme magique. Il est l'auteur des Versets sataniques, son livre le plus célèbre malgré lui, et Des enfants de minuit, son presque premier roman couronné du Booker Prize en 1981, de la maison Golden en 2018, ou encore de Quichotte en 2020, ses derniers romans, et encore d'une autobiographie, Joseph Anton, où il raconte son besoin d'écriture. Quel écrivain est Salman Rushdie ? On en parle avec Gérard Medal, traducteur de Salman Rushdie, et notamment de son recueil d'articles sur la littérature, qui vient de paraître chez Actes Sud, intitulé Langage de vérité, essai 2003-2020. Bonjour Gérard Medal. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Olivier Weber, écrivain, grand reporter, prix Albert Londres. Vous êtes l'un des contributeurs d'un livre qui vient de paraître, un livre-essai contributif, Pensée Salman Rushdie, aux éditions de l'Aube. Et votre texte à vous s'intitule Imaginaire. On va revenir donc et plonger dans l'imaginaire de l'auteur des Versets sataniques. Bonjour à vous, Olivier Weber. Et au sommaire, avec vous, Sébastien Thème. Eh bien, Salman Rushdie, une star de la littérature, qui a même joué au cinéma, je vous en dirai un mot, et puis une star attaquée, vous le disiez il y a quelques mois, au nom de la religion, au nom de la croyance. Je vous proposais de découvrir un essai d'un neuroscientifique titré « Croyez pourquoi la croyance n'est pas ce que l'on croit », c'est aux éditions Eliott. On commence avec les versets sataniques, tout le monde connaît à cause de la fatwa qui s'est abattue sur l'auteur suite à sa parution, il y a 33 ans déjà, accusé de contenir des passages blasphématoires sur l'islam. L'un de nos auditeurs-lecteurs a lu les versets sataniques. Il s'appelle Pierre et il a choisi justement de nous parler des versets sataniques publiés en 1988. Ça faisait un certain temps que ce bouquin était dans la liste des ouvrages que je considérais comme indispensables à ma culture. Donc j'ai eu le temps d'en imaginer longtemps et plusieurs fois la lecture et je m'attendais à quelque chose de sérieux. Au final, pas du tout. C'est une épopée onirique qui s'appuie sur des faits d'actualité, de société, d'histoire des religions et surtout, c'est remarquablement écrit et c'est drôle. Rushdie déploie des talents d'écriture rares, une imagination sans bornes, c'est juste brillant. Alors aujourd'hui, on parlerait de punchline, on en trouve pas mal dans le bouquin. Je vais vous en citer une. Dès le début, les hommes se sont servis de Dieu pour justifier l'injustifiable. Alors on n'est plus au début, mais c'est toujours autant d'actualité. Olivier Weber, les versets sataniques, c'est le livre le plus connu de Salman Rushdie, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons ? Non, c'est pas pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, la fameuse fatwa dont vous parliez tout à l'heure, Olivia, c'est une sentence, évidemment, dont il savait qu'elle était d'éternité, de l'ayatollah Khomeini, et deuxièmement qu'il a confiné à une prison mentale. Mais les versets sataniques, c'est une allégorie, c'est une métaphore. On a même dit à un moment que c'était aussi une critique de la société de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Donc c'est un peu tout ça dans ce réalisme magique que vous évoquiez tout à l'heure, ce talent de conteur oriental et en même temps occidental, partageant entre deux mondes, des mille et une nuits, j'allais dire, qui nous ramène à Cervantes, qui nous ramène à tous les auteurs qui l'ont inspiré. Et on l'a condamné pour un passage, mais ce qui est incroyable aussi, c'est que il s'en moquait. Moi, quand je l'avais rencontré peu de temps, peut-être 2-3 ans après la fatwa, je revenais moi-même d'Iran. Ça s'était pas très très bien passé pour des raisons de bataille entre les radicaux et les pseudo-modérés, on va dire, de pouvoir à l'époque. Et il voulait savoir plein de choses. Il était très ouvert aussi sur ce monde musulman vers lequel il ne pouvait plus aller, parce qu'évidemment, il était condamné à vie avec cette fatwa. Enfin, il le pensait ainsi. Et évidemment, 33 ans plus tard, il était rattrapé par le destin. Donc, les versets sataniques ont occulté le reste, parce que, et Gérard Medal va l'expliquer mieux que moi, toute sa production, Chalimar le clown, Le dernier soupir du mort, Joseph Anton, qui est une autobiographie à la troisième personne, avec beaucoup de dérision encore, c'est ça aussi son œuvre de réalisme magique. Et pour finir simplement, il rappelle lui-même dans Joseph Anton, donc ça vient de quoi Joseph Anton? C'était son nom de code, quand il se cachait, quand il était protégé donc à Londres en particulier par le MI5 et le MI6, les services de sécurité.
c'est les deux prénoms de ces deux maîtres en littérature, donc Anton Tchekhov et Joseph Conrad. Et il disait quelque chose, il dit le problème avec la fatwa, c'est que je l'ai appris le jour de la Saint-Valentin, en février 89. Donc j'aurais voulu avoir autre chose comme élément porteur de bonnes nouvelles. Et puis deuxièmement, ce qui était encore plus embêtant, c'est que j'étais en train de divorcer. Donc voilà, c'est tout l'humour de Salman Rushdie qu'on sent dans son l'humour œuvre, qu'on retrouve dans son œuvre. Olivier Weber. Alors c'est vrai que les versets sataniques sont peut-être son livre ou son œuvre la plus connue, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup disent qu'ils ne s'en sont pas saisis parce qu'ils avaient peur du côté sulfureux du roman. D'autres ont essayé de lire les versets sataniques et ont avoué longtemps après qu'ils n'y étaient pas parvenus. C'est un livre qui n'est pas si facile à lire quand même, Gérard Medal. C'est un livre extrêmement touffu qui déborde, qui va dans tous les sens. À la manière de Salman Rushdie. Alors on a parlé de réalisme magique, bien sûr, mais le réalisme, je crois que c'est très bien, ça s'applique très bien à Rushdie, en définitive. Ces gens qui tombent de l'avion et puis qui tombent sur leurs pieds, si j'ose dire, comme des chats, mais enfin, après une chute d'avion, c'est quand même assez extraordinaire. Non, c'est un livre qui est effectivement très connu, qui n'a peut-être pas été tellement lu. Évidemment, tout le monde a entendu parler des versets sataniques, de l'affaire des versets sataniques. Après, on ne l'a pas forcément lu. Vous le recommandez ? Oh oui, autrement dit, est-ce que c'est aussi un de ses très bons livres, voire son meilleur livre, un chef-d'œuvre, disait Kundera, un chef-d'œuvre de l'art du roman, et il soulignait vraiment la dimension littéraire de ce livre. C'est un roman avant tout, on l'a dit, mais est-ce que c'est un de ses très bons romans ? Oui, c'est un de ses très bons romans, effectivement, mais alors si on devait faire la liste, moi j'aurais du mal à choisir. Après, en plus, je serais forcément un peu partial dans mes choix, parce que tous les livres que j'aurais envie de citer, tous les livres que j'ai traduits, j'ai tous adoré, évidemment. Non, mais je crois qu'effectivement, la grande victoire de Rushdie après cette fatwa, c'est quand même d'avoir continué, d'être resté un écrivain, d'avoir continué à écrire, et non pas à écrire sur le thème de la victime, parce qu'il avait de quoi, avec l'affaire de la fatwa, écrire des tomes et des tomes. Il a continué à créer dans la veine qui était la sienne, c'est-à-dire la fiction absolument débordante, et en même temps des espèces de fables. Langage de vérité, ce recueil de textes que vous avez traduit de Salman Rushdie et qui paraît chez Actes Sud, nous révèle un extraordinaire lecteur avant même d'être écrivain. Et comme l'évoquait Olivier Weber, vous pouvez peut-être nous raconter, Gérard Medal, la genèse des versets sataniques, sa lecture à ce moment-là de Philippe Roth, qui est un auteur très important aussi pour lui, sa lecture de la contre-vie au moment où il est en train d'écrire les versets sataniques et l'influence que les livres de Philippe Roth ont pu avoir sur son écriture. Mais c'est un livre très intéressant, Langage de vérité, parce qu'effectivement c'est une réflexion littéraire et c'est un hommage à tous les auteurs qui l'aiment et qui ont été importants pour lui. Et donc on voit un parcours d'écrivain se dessiner, quelquefois d'ailleurs d'une manière très anecdotique, il raconte un peu ses débuts d'une manière très amusante, mais on voit comment un certain nombre d'auteurs ont joué un rôle très important pour lui. Alors il y a Philippe Roth bien entendu, mais on pourrait parler de Garcia Marquez, de Günter Grass. Il est plus surprenant de trouver Beckett dans la liste par exemple, mais en effet, même s'il est difficile de mesurer l'influence que Beckett a pu avoir sur Rushdie, voilà, c'est un livre qui a la particularité d'être un livre très littéraire finalement, parce que la plupart des essais sont des essais sur des auteurs et sur la littérature ou sur la création littéraire. Ouais. Ou sur l'époque. Et là, il raconte vraiment ses lectures. Alors, le livre a paru début novembre. Il est déjà en librairie. Et certains auditeurs, lecteurs l'ont lu. C'est le cas de Fabrice qui nous donne son avis donc sur Langage de vérité publié chez Actes Sud. De Salman Rushdie, comme peut-être certains auditeurs, je me contentais d'admirer son combat pour la liberté d'expression. Je m'indignais évidemment de son sort depuis la fatwa de 1989. Mais je dois avouer que je ne l'avais encore jamais lu. Son œuvre me paraissait trop complexe, inabordable peut-être. On lui prête un style, le réalisme magique, qui ne colle pas véritablement à mon univers littéraire en plus. Alors, j'ai donc décidé, via ce corpus de textes, d'enfin découvrir sa plume et ses écrits. Et je trouve que c'est une bonne chose que de commencer par là, car on a avec ces textes un condensé de ses pensées philosophiques. Ça alterne avec des critiques d'auteurs qu'il apprécie tout particulièrement, comme Philippe Roth, le fameux Gabo, comme il l'appelle, Gabriel Garcia Marquez, Milan Kundera. Il évoque aussi ses pensées sur les contes fantastiques, la notion de paresse et de courage. Le fil conducteur me paraît être la
création sur tout le long de ses essais, ou plutôt la liberté de créer. Là, on retrouve vraiment le leitmotiv de l'œuvre et de la vie de Salman Rushdie. Et il y a une définition du réalisme magique qui me pousse aussi à retenter avec ce style littéraire vers lequel je ne me dirige pas forcément. C'est parce que la magie dans le réalisme magique est profondément enracinée dans la réalité, parce qu'elle se développe à partir du réel et l'illumine de façon magnifique et inattendue, qu'elle fonctionne. Donc ça me donne en tout cas à moi envie de lire maintenant ces romans, ceux de Salman Rushdie et puis de tous les auteurs qui se situent dans ce style littéraire. Voilà, c'était l'avis de Fabrice sur l'écriture de Salman Rushdie, la liberté de créer, comme il dit, c'est ça qui caractérise le plus l'œuvre de Salman Rushdie, Olivier Weber? Oui, je dirais cela. Quelqu'un qui franchit les frontières, et qu'est-ce que c'est d'autre que la littérature qu'un pays sans frontières? On ne va pas parler de le côté multiculturel de Rushdie, c'est évident. Et puis l'inventivité, alors ça nous ramène à Quichotte, parce qu'il a écrit une sorte d'allégorie de roman moderne avec un Américain qui traverse une partie des États-Unis avec un Sancho Panza à ses côtés. Et évidemment, on se réfère à Cervantes qui avait déjà inventé même le roman moderne, et je pense que lui, Rushdie va encore plus loin, il le réinvente sans cesse, et on sent que son inventivité, le foisonnement de sa pensée sont sans fin. Et c'est ce qu'on a voulu tuer avec la fatwa. C'est cette liberté de penser. C'est une sentence, c'est une condamnation à mort contre l'imaginaire, d'où d'ailleurs ce chapitre qui s'appelle Imaginaire. Et parce que, comme vous le disiez à l'instant, Rushdie parle de tout. Il parle de philosophie, il parle de religion, d'histoire, d'histoire absolument. Et il critique tout ce qui est dictature, il critique le fanatisme, y compris le fanatisme de la pensée. Et lui, évidemment, on a été la première victime parce que finalement, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une fatwa, qu'une sentence de condamnation à mort que d'empêcher un écrivain d'écrire? Ça ne l'a pas empêché d'écrire, mais il y a eu ce coup pratiquement fatal, parce que, rappelons-le, on en parlait à l'instant aussi avec Gérard, il a perdu un œil, il a perdu une main. Vous vous rendez compte la symbolique pour un écrivain que de perdre un œil et une main? Pardon, vous avez des nouvelles? Vous avez des nouvelles? Parce qu'apparemment l'état s'était aggravé alors qu'on pensait que ça allait mieux. Alors il est gardé au secret, évidemment. Il est très diminué physiquement, bien sûr, mais deuxièmement aussi psychiquement, parce qu'il savait quelque part que cette fatwa allait arriver. Elle arrive 33 ans plus tard, et ce sont des condamnations d'éternité. Et malheureusement, lui qui critiquait justement l'ayatollah Khomeini, compris dans Joseph Anton, il disait c'est un vieillard agonisant. Et d'ailleurs, quand la fatwa a été proclamée en février 89, il dit lui-même, Rushdie dans un de ses livres, dans Joseph Anton, c'est parce que d'une part, Khomeini voulait se faire pardonner la guerre Iran-Irak qui avait fait des centaines de milliers de morts entre 79 et 89, et deuxièmement parce que Khomeini voulait affirmer ou réaffirmer le chiisme, donc la religion majoritaire et quasi exclusive en Iran, contre le sunnisme de l'Arabie Saoudite. Et puis quelque part, il dit, mais il est agonisant, effectivement, il va mourir. Et effectivement, Khomeini meurt 4 mois plus tard. Et il se trouve que là, j'étais en Himalaya pendant 1 mois, à s'isoler, et j'ai appris à mon retour que les jeunes femmes iraniennes qui manifestent à Téhéran et les jeunes Iraniens ont brûlé la maison natale de Khomeini. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un coup du sort que de condamner celui qui a condamné, qui était donc l'ayatollah Khomeini? Olivier Weber, avec nous également Gérard Medal pour ce langage de vérité, ce recueil des chroniques, des textes de Salman Rushdie. Vous avez évoqué Quichotte. J'aimerais bien qu'on s'y arrête un instant pour ne pas passer trop vite sur tous les livres de Salman Rushdie avec vous, Gérard Medal, d'autant que vous l'avez traduit, ce Quichotte, pour la France. On le disait, dans ce recueil, il ouvre vraiment sa bibliothèque. Et dans son dernier roman, il remet donc Quichotte en selle, Cervantes. C'était un auteur qui était important pour lui, même si là, il le détourne pour en faire une satire aussi de la société américaine aujourd'hui. Cervantes, c'est peut-être, avec Gabriel Garcia Marquez, un des auteurs phares pour Salman Rushdie? Il y en a beaucoup, parce qu'on pourrait citer aussi Joyce, on pourrait citer même Andersen, même si ça peut paraître un peu curieux, ou Héraclite, enfin, le choix est très vaste. Non, mais effectivement, Quichotte, c'est quand même, comme Olivier le disait, c'est l'inventeur aussi du roman moderne, d'une certaine manière. Et il y a cette volonté de trouver une forme qui soit adaptée à la situation, à la condition humaine d'aujourd'hui. Parce que dans le fond, ce qui frappe peut-être le plus dans l'humanité d'aujourd'hui, c'est le phénomène de l'immigration. C'est-à-dire qu'il est assez rare que les gens vivent dans le lieu d'où ils sont originaires. Or, dans les générations précédentes, c'était évidemment, il y a eu des guerres, il y a eu des déplacements de population. C'est peut-être ce qu'il raconte dans Les Enfants de minuit, par exemple. Oui, enfin,
la partition entre l'Inde et le Pakistan. Absolument. C'était déjà le thème de ce livre, d'une certaine manière. Mais c'est un fil conducteur qui a toujours, que Rushdie a toujours tenu, finalement, malgré le côté, on peut penser qu'il y a une espèce d'invention déjantée, un peu des histoires très bizarres. Et en fait, il y a une vraie constance, c'est ce fil de qu'est-ce que c'est que les racines, qu'est-ce que c'est que l'immigration, qu'est-ce que c'est que le fait de se réinventer. Il y a un passage assez curieux dans le livre Langage de vérité où il parle du phénomène de l'adaptation. Mais non pas pour parler de l'adaptation, par exemple, d'un film qui est tiré d'un livre, bon, il en parle un petit peu, mais il parle de l'adaptation en couvrant beaucoup de phénomènes là-dedans, parce que la traduction pour lui, par exemple, c'est une adaptation, mais l'émigration aussi. C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue, dont vous ne maîtrisez pas les codes, et il faut vous réinventer et, en quelque sorte, non seulement s'adapter, mais éventuellement se trouver des racines. Alors, il sait de quoi il parle, étant né à Bombay, ayant fait toutes ses études en Grande-Bretagne, étant maintenant citoyen américain. Voilà. Thème que l'on retrouve dans la maison Golden, que vous avez également traduit, et on recevait à cette occasion-là, ici à France Culture, Salman Rushdie pour parler de ce roman. Alors ça, c'est un terrible état de la mondialisation qu'il montre, hein, lui, l'écrivain cosmopolite. Hein. Mais il est très au fait, justement, de tous les mouvements de la société, parce que vous parliez de Quichotte, par exemple, toutes les histoires d'addiction au fentanyl, aux médicaments, au trafic médicaux, tout ça est présent dans le livre, finalement. Alors, on a une structure qui est une structure quichotesque, très classique si on veut, mais tous les éléments, je pense que Rushdie est quelqu'un qui est ouvert, c'est une véritable éponge, il guette absolument tout ce qui se passe, et comme il capte tous les mouvements de la société, et ensuite, eh bien, il en fait de la matière romanesque. Sébastien Thème, on va continuer à entrer un peu dans l'œuvre de Salman Rushdie. Salman Rushdie, écrivain, et pas simplement lecteur, ou en tout cas lecteur-écrivain, les deux à la fois. Et qui raconte sa vie, notamment dans Joseph Anton. C'est Thibaut qui nous parle de la découverte de ce livre et sa lecture. Je suis né en 1979. J'avais 10 ans quand la fatwa contre Salman Rushdie a été lancée. Il m'est toujours apparu comme un symbole de la liberté au sens large du terme. J'ai découvert sa lecture tardivement, et avant de me plonger dans son œuvre romanesque, j'ai voulu m'imprégner de son quotidien d'écrivain. Et c'est ainsi que j'ai abordé Joseph Anton. Ce qui m'a d'emblée fasciné et captivé, c'est son écriture à la troisième personne. Grâce à ce principe, il fait de sa vie un roman. Il prend du recul par rapport à sa propre vie. Il nous montre aussi l'incongruité de la menace qui pèse sur lui, quand ce qui ne devrait être qu'une fiction devient sa propre réalité. Il s'interroge, car quand la fiction dépasse la réalité, quelle place donner à la fiction dans sa propre vie ? Par ce livre, il témoigne de la force de la littérature. Rien ne pourra l'empêcher d'écrire, et c'est ce qui s'est passé par la suite. Voilà, un autre avis de lecteur. Thibaut, faites comme Thibaut d'ailleurs, avec notre hashtag Book Club Culture, continuez à nous parler des livres que vous lisez avant et après même. Notamment Salman Rushdie, si vous avez envie de vous saisir d'un livre de Salman Rushdie, après cette émission, dites-nous, même longtemps après encore, ce que vous en avez pensé. On sera toujours heureux de pouvoir vous lire. Tout à fait. Gérard Medal, quelle est l'origine de cette autobiographie, Joseph Anton ? Salman Rushdie a toujours été un auteur de fiction et il a toujours un peu répugné à l'autobiographie. Donc là, il a voulu faire de la manière la plus simple, raconter en fait l'histoire de la fatwa. Raconter cette histoire, mais ne pas céder. Il aurait pu céder à cette veine. Après tout, il aurait pu écrire des livres sur le fait qu'il est victime de cette fatwa. Il avait de quoi écrire 10 livres. Mais au contraire, il a continué à écrire la fiction. Il s'est fait un devoir d'écrire Joseph Anton, un devoir et un plaisir, évidemment, mais c'était une sorte de parenthèse dans son œuvre. C'était pas du tout le début d'une grande autobiographie. Et il répugne d'ailleurs, un peu au terme autobiographie. D'ailleurs, le titre anglais, c'est Mémoire. C'est pas tout à fait une autobiographie, c'est une sorte d'essai en quelque sorte. Mais voilà, c'est une parenthèse dans son œuvre et qui est une œuvre complètement tournée vers la fiction, ce qui joue d'ailleurs peut-être quelquefois contre lui parce que on se dit la fiction en gros c'est pour les enfants, quoi. Quand on le voit faire l'éloge d'Andersen, quand on le voit faire l'éloge... Il raconte dans ce livre une question amusante que son fils lui pose un jour en lui disant... C'est Milan, je crois, le plus jeune des deux, qui dit à son père « Mais à quoi ça sert de raconter des histoires qui ne sont même pas vraies ?» Et oui, en effet, il ne raconte que des histoires qui ne sont même pas vraies.
Et il explique que justement cette espèce de détour par la fiction, de réalisme magique, lui permet d'approcher au plus près de la vérité, beaucoup plus que s'il était dans la fameuse mention tirée d'une histoire vraie, ou un film tiré d'une histoire vraie, un livre tiré d'une histoire vraie. Non, c'est pas du tout des histoires vraies. Il ne fait qu'inventer. Et parfois, ça joue un peu contre lui, parce qu'on se dit, mais voilà, la fiction, c'est bon pour les enfants, mais enfin, quand on a atteint l'âge de raison, ben voilà, on se calme un peu et on devient raisonnable, justement. Or, il est tout sauf raisonnable. Et alors justement, Olivier Weber, vous qui signez cette contribution dans ce recueil Pensée Salman Rushdie, coordonné par Daniel Salvatore Schiffer, quelle place laissait-il à la fiction dans son œuvre? Des histoires pas vraies, il inventait des histoires, il avait une imagination réellement débordante, il l'a aujourd'hui encore dans ses romans. Là, on parle plutôt de textes d'essais, et le dernier roman est sorti il y a 2 ans. Mais l'imagination, elle est vraiment débordante chez Salman Rushdie. Débordante. On sent que ça fuit de tous les côtés de sa tête dans une verve qui est une verve absorbant différents auteurs qu'on a cités, et surtout Cervantes, parce que Cervantes avait vraiment révolutionné le roman, et on sent que même dans Joseph Anton, qui est cette forme de mémoire autobiographique, etc., il joue de la dérision, il joue du dédoublement de la personnalité, c'est à la 3e personne, il se moque de lui-même, etc. Et voilà, et je suis entièrement d'accord avec Gérard, qui dit que par le roman, par la fiction, on peut approcher davantage de la réalité. Moi, j'ai appelé ça le réenchantement du monde, ou le décryptage du monde. Et je crois que Rushdie, même s'il était privé de cette capacité d'aller vers l'autre, parce que qu'est-ce que c'est cette prison mentale? C'était l'empêcher de sortir de sa maison. Il a changé dans la première année au moins 50 fois de maison, il a déménagé au moins une 50aine de fois entre Londres et la banlieue, etc. Mais ça ne l'a pas empêché d'écrire. Et justement, la fiction lui permettait justement de sortir de cela, de sortir de sa cage et d'approcher davantage le réel. Et c'est toute la magie. On retombe dans la magie de la littérature. Vous savez, c'est Carlos Fuentes, le grand romancier, qui disait que le romancier peut tout se permettre. Et je crois que Rushdie s'est tout permis, et il va encore tout se permettre, si tant est, on lui assure vraiment chance pour l'avenir, si tant est qu'il puisse encore écrire, malgré cette invalidité, l'œil qui manque et la main qui est handicapée. Alors il y a un mot qui est très important pour Salman Rushdie et qu'on retrouve dans vos 2 contributions, c'est celui de vérité. Et vous le dites d'ailleurs, Olivier Weber, avec Salman Rushdie, lui nous parle plutôt moins de la frontière entre le réel et l'imaginaire que de la césure entre vérité et mensonge ou hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que l'honnêteté prime, la loyauté par rapport à ce qu'on pense, ses impressions, et le fond de notre ami Salman Rushdie est un bon fond, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un aussi qui critique les tyrannies, qui critique les totalitarismes, la barbarie aussi avec ses avatars religieux. Bien sûr, on pense à la fatwa, et oui, c'est une manière justement d'incarner dans ce flot de vitesse d'information, ce magma de données, et puis aussi de personnages, d'incarner quelque chose qui est le propre de la littérature, c'est-à-dire en fait se faire des amis, se faire des valeurs, se faire un monde, en fait se construire aussi à travers la littérature. Et je pense que la vocation de Salman Rushdie, c'est de transmettre. Qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on écrit que de transmettre, et on n'est pas dans une autofiction, on est vraiment dans quelque chose d'empathique et quelque chose de généreux, quelque chose de compassionnel. C'est-à-dire que la littérature nous permet ça. Et pour moi, Salman Rushdie est un grand écrivain parce que il incarne tout cela. Et pour finir, quand on relit à quelques années de différence, jeunes et moins jeunes, l'œuvre de Rushdie, Les Enfants de minuit, tout ce qu'on a cité, les versets sataniques, Shalimar Loukoun. On n'en a pas parlé encore, voyez, Booker Prize, Les Enfants de minuit. Et le Booker Prize, Les Enfants de minuit, qui était avant les versets sataniques, tout à fait, avec un des plus grands prix littéraires, le Booker Prize, qu'il a reçu, un des plus grands prix au monde. Eh bien, vous avez une approche différente. Les personnages changent, ils sont ambivalents, ils ont une part maudite, comme disait Georges Bataille, en eux-mêmes, etc. Donc, ça nous renvoie à quoi? À nous-mêmes, et donc à l'humanité avec un grand H. Sur ces langages de vérité, Gérard Medal, parce que c'est avec un S que vous présentez ces langages de vérité dans ce recueil de textes de Salman Rushdie sur son rapport à la vérité. Vous vouliez ajouter quelque chose, ou Olivier Weber a tout dit? Le rapport à la vérité, effectivement, est aussi une réflexion constante, en particulier dans beaucoup de ces textes, parce qu'il y a des textes qui sont effectivement plus anecdotiques. Par exemple, quand il parle de ses débuts comme écrivain, ou il parle même de sa maladie quand il a eu le Covid. Oui. Mais
La vérité et surtout la réalité, il y a cette réflexion entre la réalité et la fiction qui est constante. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? Quand je disais tout à l'heure, quel intérêt de raconter des histoires qui ne sont même pas vraies, mais oui, en effet, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Chacun a plus ou moins la sienne. Cette réflexion est très importante et elle est dans ses romans, bien sûr, mais aussi dans ses essais, là. Oui. Et sur la pandémie, il disait justement qu'à un moment, quand il a écrit ce texte, qu'il faudrait quand même mesurer les dégâts causés par cette pandémie, où d'aucuns ont voulu y voir une métaphore. France Culture avec nos invités, le traducteur Gérard Modal et l'écrivain grand reporter Olivier Weber autour de l'œuvre aujourd'hui de Salman Rushdie. Vous écoutez France Culture, il est 13h15. Il a répondu au questionnaire de Proust, Salman Rushdie, et vous le republiez dans ce livre avec des réponses qui sont, comme toujours avec lui, à la fois piquantes et savoureuses. Chanter, disait-il, est un grand plaisir pour lui. À la question de savoir quel est votre état d'esprit actuel, Salman Rushdie répond au moment de ce questionnaire de Proust, chantant. Et à la question suivante, quel talent aimeriez-vous avoir, le talent que vous aimeriez le plus avoir, il répond le chant. Alors il a effectivement plein de casquettes, Salman Rushdie, encore d'autres casquettes dont vous nous parlez, Sébastien Thème. Tout à fait, Salman Rushdie, star de cinéma. On le voit par exemple en signature des versets sataniques dans le film de Kenneth Branagh, Peter's Friends, l'ami de Peter, sorti en 1992. Mais l'apparition la plus étonnante et la plus drôle, c'est dans une adaptation au cinéma d'un énorme best-seller, le journal de Bridget Jones, sorti au cinéma en 2001. Le micro n'a pas l'air de fonctionner. Mesdames et messieurs, merci d'être venus fêter la sortie de la moto de Kafka, autrement dit le plus grand livre de notre époque. Cela s'entend bien sûr, à l'exception des vôtres, monsieur Rushdie, qui sont aussi tout à fait excellents. Voilà un extrait du journal de Bridget Jones. C'est devenu une figure populaire, une icône pop, Salman Rushdie aussi, en Angleterre et dans le monde. Oui, alors oui, parce qu'il incarne cette défense de la liberté d'expression, et puis évidemment parce qu'il a ses talents multiples. La chanson dont vous parlez, qui lui permet toujours d'ailleurs d'expurger ce qu'il a en lui, parce que c'est quand même pas évident d'avoir cette prison mentale. On parlait de l'exil tout à l'heure, la migration. Qu'est-ce qu'a vécu depuis 89, 33 ans, donc Salman Rushdie, c'est un exil dans l'exil. C'est une double punition, une double peine. Et donc oui, ça lui permettait de sortir de tout ça. Même, il a fait des apparitions aussi dans des shows télévisés à New York et aux États-Unis, sur la côte Est. Donc oui, c'est une star, on le reconnaît. Et puis, alors évidemment, il a toujours ses détracteurs, et y compris d'ailleurs en Grande-Bretagne, parce qu'il a même été jugé en Grande-Bretagne par des clercs donc de l'islam, donc basés en Grande-Bretagne, qui ne l'ont pas quitté. Certains l'ont acquitté de sa faute, entre guillemets, de la fatwa, l'ont purgé, entre guillemets, mais ça n'a pas été suivi des faits, et d'autres non. Donc même sur son pays d'adoption, qu'est la Grande-Bretagne, il avait toujours cette permanence. Donc lui, star dans tous les sens du terme, et il s'en est servi pour sortir aussi de cette prison. Gérard Modal. Il était intervenu d'ailleurs dans un concert de U2, puisqu'il est très ami avec Bono, et en pleine fatwa, c'est-à-dire en pleine clandestinité. Il avait fait une apparition sur scène, il n'avait pas chanté, parce qu'il connaît qu'il n'a pas ce talent. Ami de Bono, ami de Marianne Faithfull, ami... Et il y a un texte très drôle sur Carrie Fisher dans le langage de vérité, précisément, où il parle là aussi de son amitié avec Carrie Fisher, mais aussi d'un projet de film complètement déjanté, qu'on retrouve d'ailleurs dans ses romans et qu'on retrouve dans Quichotte, je crois. Alors voilà, ça c'est l'autre Salman Rushdie. Mais si j'en reviens juste à l'écrivain, parce qu'il y a des très beaux mots sur l'écriture, Gérard Modal, profondément. Pourquoi il écrit, Salman Rushdie? Qu'est-ce qu'il trouve dans l'écriture? Je crois qu'il ne pourrait pas se passer d'écrire, de toute façon. Alors, la question de savoir pourquoi il écrit, c'est difficile d'y répondre, mais il ne pourrait pas vivre sans écrire. Ça, c'est absolument certain. Et s'il ne peut plus écrire, je ne vois pas très bien comment il peut survivre à cette épreuve. Mais il écrit comme on respire, en quelque sorte, parce que depuis l'enchantement de son enfance, depuis les contes, depuis les lectures, il a toujours vécu dans la littérature, d'une certaine manière. Et voilà. Et puis, la littérature est aussi quand même un formidable
formidable moyen, non seulement de rapprocher les gens, mais de comprendre un peu mieux ce qui constitue notre condition humaine. Je crois que ça n'est pas une écriture de divertissement, bien entendu, ça va beaucoup plus loin. À cette question du questionnaire de Proust, où aimeriez-vous vivre? Oui. Il répond, La réponse est drôle, oui. Sur l'étagère d'une bibliothèque. Point, à jamais, point. Olivier Weber, on a ouvert ensemble la bibliothèque de Salman Rushdie. On a parlé de ses livres, mais vraiment, je vous l'ai demandé tout à l'heure, j'aimerais qu'on fasse, avec peut-être l'un de vous deux, un petit coup de projecteur sur ce livre, Les enfants de minuit, qui est son premier paru en 1981. Vous ne l'avez peut-être pas traduit, Gérard Modal? Ou n'a pas retraduit ce livre-là? Ah non. Les livres de Rushdie n'ont pas été retraduits. Ils sont tous excellemment traduits, si j'ose dire. Je ne parle pas de ceux que j'ai traduits moi, mais de ceux qui ont été traduits auparavant. Il n'y a absolument rien à redire. C'est tout à fait... parfait. Racontez-nous, Les enfants de minuit, ou racontez-nous peut-être le Salman Rushdie qui a le plus compté pour vous. Alors, Les enfants de minuit, c'est intéressant parce que c'est pas son premier livre. Comme vous l'avez dit, il y a eu une tentative. C'est le deuxième, j'ai vu, roman. Il y a eu un livre Grimeuse qui était une sorte de roman de science-fiction qui était assez raté, et il en convient lui-même d'ailleurs. Mais c'est un livre qui ne lui ressemblait pas, alors que Les enfants de minuit, précisément, c'était un livre sur la partition de l'Inde, sur à la fois l'indépendance de ce grand pays, mais aussi la partition entre l'Inde et le Pakistan et tous les massacres qu'il y a pu y avoir à l'époque. Donc il imagine que des enfants qui seraient nés à minuit le 31 décembre, le 31 décembre, je ne sais plus, ou le jour de la proclamation de l'indépendance en 1947, que ces enfants auraient en commun, non pas une espèce de patrimoine génétique ou quoi que ce soit, mais auraient en commun des dons qui leur permettraient de former une espèce d'organisme à plusieurs têtes, en quelque sorte. Et donc on a un personnage romanesque absolument extraordinaire, qui est un personnage qui n'est pas limité à une seule personne, mais à toute une communauté, en quelque sorte. Voilà, c'était il y a 40 ans. Et alors, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que après Les enfants de minuit, c'était un livre qui se passait donc en Inde essentiellement, alors que les autres livres passent dans le monde entier, et que le tout dernier, le livre qu'il a eu le temps de terminer avant cet attentat de cet été, est un livre qui revient en Inde et qui se passe exclusivement en Inde. Alors, croire. Mais on peut le dire autrement. On peut dire Croivé, c'est le titre d'un essai qu'on doit à un neuroscientifique qui s'appelle Sébastien Dieguez. Croivé, pourquoi la croyance n'est pas ce que l'on croit. C'est aux éditions Eliott, qui nous permet de revenir sur le concept de la croyance, qui désigne des idées exotiques, contraires à l'évidence, des pseudo-croyances qui affectent notre compréhension du monde et des autres. Sébastien Dieguez s'arrête avec nous sur 3 thématiques, la religion, l'idéologie et l'identité, regroupant donc tout ça sous ce mot très drôle de Croivé. Bon, c'est une faute de conjugaison assez répandue. On peut souvent lire et entendre « ils y croivent »,« qu'on y croive ou pas », ou « vous vous croivez tout permis », enfin, etc. C'est devenu un sujet de moquerie sur les réseaux sociaux. Et en fait, on utilise de plus en plus le verbe « croiver » délibérément de façon sarcastique. Alors moi, je l'emploie dans un sens purement technique. C'est-à-dire que j'exploite ce terme afin de distinguer les croyances ordinaires de ce que j'appelle donc des croyances. Et ces croyances, elles fonctionnent très différemment des vraies croyances. Les croyances, c'est pas simplement des croyances fausses ou des croyances ridicules. Ce ne sont pas des croyances du tout. Par exemple, je dis que le complotisme, c'est pas au premier chef une affaire de croyance. Les gens ne tombent pas dans les théories du complot par simple crédulité. Personne ou quasiment personne ne croit véritablement que la Terre est plate, ou ce genre de choses. C'est au nom de la croyance, comme le dit Sébastien Dieguez, que Rushdie a vécu cette tentative d'assassinat il y a quelques mois, Olivier Weber? Oui, parce qu'en fait, la religion, c'est quoi? Enfin, la religion, sous toutes ses déclinaisons, les croyances, ou les croyances, ou les croisants, je ne sais pas comment on peut dire, eh bien, c'est quoi? C'est destiné d'abord à rassurer l'être humain, depuis l'Antiquité, même avant, même sous le polythéisme, évidemment, et surtout le polythéisme. Deuxièmement, ça canalise, ça régit une société, ça lui donne des codes, etc. Puis troisièmement, ça peut tyranniser, ça peut affirmer une domination. Et d'ailleurs, le verbe croiser, ou le mot croiser renvoie aux croisades. Et Rushdie, justement, pour répondre à votre question, Sébastien, il est là-dedans, c'est-à-dire qu'il s'insurge contre la tyrannisation de la croyance ou des croyances ou de la religion. Et
qu'est-ce que c'est d'autre que le réflexe d'un écrivain que de prendre sa plume et d'écrire? C'est un réflexe, d'une part, de liberté d'expression et deuxièmement, l'esprit critique. Et c'est ce dont ont besoin les grandes religions et surtout les 3 religions du livre. Je pense surtout à l'islam avec sa dérive islamiste qui n'a pas eu l'exégésis, comme disent les Grecs, l'exégèse. Eh bien, Rushdie est là-dedans, c'est grosso modo affirmer votre esprit critique, tout ce qu'on a dit, enfin tout ce qu'a dit Gérard surtout, avec beaucoup d'émotion sur cette liberté, ce foisonnement, ce fait que pour Rushdie, c'est pas un sacerdoce que d'écrire. Au contraire, il faudrait lui couper les 2 mains. Il a une main en moins malheureusement parce qu'elle est handicapée, mais il va continuer à écrire, c'est sûr. Il est né dans une bibliothèque justement parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin aussi de transmettre. Donc oui, c'est un cri de révolte et c'est important. Et j'aimerais finir simplement sur ce que disait Bulgakov. Il disait les manuscrits ne brûlent pas. Rappelez-vous, il y a presque 90 ans, les autodafés du nazisme ont brûlé des livres. On a brûlé Stefan Zweig, Freud et pas que des auteurs juifs. Et là, on a voulu brûler Rushdie. Et ben non, il se révolte. Et finalement, ce que disait Erasme, le philosophe au XVIe siècle, on commence par brûler les livres, on finit par brûler les hommes. Et lui, Rushdie, ne veut pas qu'on brûle les livres. Au contraire, il continue de porter la plume dans l'imaginaire. Merci beaucoup Olivier Weber. Penser Salman Rushdie est à retrouver aux éditions de l'Aube. Merci à vous Gérard Modal. Salman Rushdie, Langage de vérité, recueil de textes de ses essais, apparu chez Actes Sud.